Bonjour Éric Coquerel, merci beaucoup d'être avec nous et d'être notre invité politique ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes. Vous êtes député de la France Insoumise, je le redis, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, auteur de ce livre, Lâchez-nous la dette. C'est aux éditions de l'Atelier. Et je le disais, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal, du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence bien évidemment, Éric Coquerel, par la crise sanitaire et ce texte vigilance sanitaire examiné ce matin par les députés. Les sénateurs, eux, ils l'examinaient hier. L'examen a tourné court. Ils l'ont rejeté avant même l'examen sur le fond parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la date avec le gouvernement et donc avec la majorité à l'Assemblée. Ils voulaient un pass sanitaire qui aille jusqu'au 28 février. Le gouvernement veut jusqu'au 31 juillet. Ce qui sera acté ce matin, selon toute vraisemblance, c'est la victoire du gouvernement sur ce texte. Clairement, en tout cas, c'est la victoire d'Emmanuel Macron, mais ric-rac. Parce que je vous fais remarquer une chose, c'est qu'on est dans une situation où ça passe de très peu à l'Assemblée. La dernière fois, c'était une quinzaine de voix d'écart, alors que les macronistes ont une bien plus large majorité. Et que si on fait le cumul entre l'Assemblée et le Parlement, 2/3 en réalité des parlementaires se seront opposés à ce texte. Moi, je crois qu'il ne faut pas passer en force comme ça. Face à une épidémie, il faut chercher l'unité. Bon, et l'unité, il faut aussi chercher des compromis avec les oppositions. Ce gouvernement a une caractéristique. Nous pensons que la prolongation du pass sanitaire est dangereux pour les libertés, ça impose une société de surveillance. Ça donne aussi une fausse sécurité, par exemple, c'est-à-dire installer le pass sanitaire, mais d'un autre côté, rendre les tests payants. Alors même qu'il faut continuer à détecter les gens au contraire. Ou par exemple, laisser penser qu'avec le pass sanitaire, vous pouvez finalement abaisser le masque dans des lieux fermés, alors qu'on sait que si le vaccin est absolument précieux pour lutter contre la maladie, mais il n'assure pas une garantie totale contre la non-transmission. Donc je trouve que d'un côté, il y a des signaux mauvais qui sont faits, on parlera peut-être de l'hôpital tout à l'heure. On va en parler, bien sûr. Voilà, et d'un autre côté, on prend des mesures, et jusqu'en juillet. Or, le gouvernement, par exemple, aurait pu au moins accepter qu'on se revoie en février. C'est-à-dire qu'on respecte les droits du Parlement. Même ça, il ne l'a pas fait. Il passe en force. Qu'est-ce qu'il explique pour vous? Les sénateurs de la majorité disent qu'il y a une volonté du gouvernement de ne pas avoir ce débat à 6 mois de la présidentielle qui pourrait nuire à Emmanuel Macron. Vous partagez ce point de vue? Mon problème n'est pas de nuire à Emmanuel Macron. Le problème, c'est de respecter le Parlement. Le Parlement, c'est pas juste une instance. Il y a une ministre l'autre jour, je crois que c'était Bourguignon, qui nous dit mais vous inquiétez pas, il y a les questions au gouvernement, il y a des rapports, etc. Enfin, c'est pas ça. Le Parlement, on vote. Donc, imaginez que vous prolongez un pass sanitaire, que du coup vous banalisez, parce que quand on pense qu'on peut comme ça le prolonger, enfin en tout cas on peut laisser au gouvernement le soin de décider si on revient au couvre-feu, si on revient au confinement, si on revient au pass sanitaire jusqu'en juillet prochain, c'est le banaliser. Et le Parlement est là pour décider. Donc on est dans le macronisme pur, qui utilise la Ve République en réalité pour prendre ses décisions seuls. Et je regrette que mes collègues de la majorité ne se rendent même pas compte qu'ils ont quand même un mandat qui quelque part les oblige vis-à-vis de leurs électeurs bien à prendre les décisions dans ce pays. Manifestement, c'est plutôt des décisions paillassons. Un mot là-dessus, est-ce que la question se pose maintenant de la 3e dose? Est-ce qu'il faut conditionner ce pass sanitaire à la 3e dose? Le gouvernement réfléchit, pour vous, il va le faire, on y va tout droit? Vous avez raison d'indiquer ça, parce que la question leur a été posée. La 3e dose, c'est pas rien. Ça veut dire que vous commencez en réalité à imaginer un pass sanitaire permanent. C'est-à-dire qu'une 3e dose, ça voudrait dire qu'il y en aura une 4e. Et donc, on est en train d'installer un pass sanitaire qui est... Permanent pour vous? C'est ça. Si on inclut l'idée que dans le pass sanitaire, il faut la 3e dose, on aura bientôt la 4e. Et donc, on est en train d'installer une société qui, face à une épidémie qui va durer... Est-ce qu'on a le choix ? Oui, on a le choix. D'abord, je vous fais remarquer une chose, c'est que le pass sanitaire est installé en France et tout le monde nous dit que l'épidémie va redémarrer. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une garantie absolue. Moi, je pense que le choix, c'est de mettre le paquet, de continuer à mettre le paquet sur le vaccin, mais en allant persuader les gens, convaincre les gens, je ne crois pas à l'obligation vaccinale, mais convaincre les gens, chercher une voie médicamenteuse, là-dessus on est très en retard, et puis mettre le paquet sur les hôpitaux. Ce qui n'a pas été fait, parce qu'à chaque fois, le problème, il est quoi? Il est que la capacité des hôpitaux, on craint qu'elle soit dépassée. Et là, on n'en est pas là. On va parler de l'hôpital, évidemment, dans quelques secondes, mais d'abord un mot, puisqu'il y a des salariés qui sont suspendus, puisqu'ils n'ont pas ce pass sanitaire, donc faute de vaccination. 15 présidents de départements socialistes ont écrit au Premier ministre, puisque le gouvernement veut que ces salariés deviennent éligibles au RSA. Les présidents de départements socialistes s'y opposent. Vous comprenez leur position? Alors, la position de dire que c'est pas au RSA de compenser le salaire de ces personnes, oui.
la position, mais alors on ne sait pas trop si c'est ce qu'ils ont dit au final, parce que moi je les ai interpellés, j'ai notamment interpellé le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Bon, j'ai pas bien compris si finalement ils avaient dit qu'ils ne verseraient pas le RSA. Bon, mais en tout cas, si le gouvernement décide qu'il faut verser le RSA, on va pas ajouter une double peine aux gens qui déjà ont été suspendus. Eux, ils disent que ça crée une inégalité, que parmi ces suspendus, il y a des gens qui sont des cadres bien payés et que du coup ça crée une inégalité avec les autres allocataires. Déjà, le problème, c'est qu'ils soient suspendus. Premier problème. Donc ça, c'est le gouvernement. Enfin, quand même, quand on est soignant, on est là pour protéger les autres. Donc la vaccination. Vous croyez que les soignants le savent pas? Vous croyez qu'ils l'ont pas su bien pendant sûr qu'ils le savent, mais ils ont déjà des obligations vaccinales. Pourquoi refuser celle-là? Enfin, quand on signe, on sait à quoi on s'attend. Je vais vous répondre. Et les soignants, ils ont été à la pointe du combat pendant 2 ans. Ils y ont été non protégés, puisque le gouvernement n'avait même pas trouvé le moyen de leur donner les blouses, les masques. Ils y ont été même, je vous rappelle, M. Véran, conseillant aux soignants d'y aller avant la fin de leur période de protection, enfin quand ils étaient contaminés, ils y ont été, et que je sache, quand je regarde dans les hôpitaux, les soignants, ils savent se protéger. Alors imaginez un système où ceux qui ont été des héros, vous les pointez comme les responsables d'une possible contamination en les obligeant à vacciner, pire, en les suspendant, alors qu'on manque de soignants partout, on va y revenir tout à l'heure, je trouve que c'est à la fois stupide et c'est indécent. Donc je suis contre le fait de donner des sanctions à des salariés parce qu'ils ne sont pas vaccinés alors que le vaccin n'est pas obligatoire. Voilà, c'est un choix, je l'assume, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Et par contre, le fait de les priver d'allocation chômage, je trouve ça encore plus scandaleux. Le fait de les renvoyer au RSA, c'est pas la bonne solution, mais du donc côté il faudrait mieux une allocation chômage comme le demandent les présidents de département. Mais du côté de ceux qui versent ou pas le RSA dans les départements, bon bah si c'est la seule solution, il faut le faire tout en contestant au gouvernement le fait qu'il ait emprunté cette voie-là. Et on va parler de l'hôpital bien évidemment, puisque vous le rappeliez, il y a 20% actuellement de lits d'hôpitaux qui sont fermés, faute de soignants. En tout cas, c'est le chiffre de Jean-François Delfrécy. Les sénateurs LR, ils vont lancer une commission d'enquête sur ce sujet pour faire la lumière et pour voir comment on peut résoudre ce problème. Vous les soutenez là-dessus ? Alors, oui, bien sûr. Le fait de faire une commission d'enquête, oui. Bon, je pense que dans la commission d'enquête, il va falloir qu'ils enquêtent aussi sur les agissements de l'ex-parti républicain dans le temps. Parce que, par exemple, la loi Bachelot, elle y est pour quelque chose dans cet état d'esprit. Donc Jean Castex a raison de dire que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée par ceux qui, depuis une trentaine d'années maintenant, se partagent le pouvoir dans ce pays, ce qui n'est pas notre cas, et notamment qui ont institué... Il y a 30 ans, Jean-Luc Mélenchon était quand même socialiste. Oui, d'accord, mais il y a 30 ans, on n'avait pas encore décidé de l'ONDAM et de la loi Bachelot, je vous le rappelle, qui ont quand même aggravé les choses. Quels sont les problèmes qui nous sont posés? C'est que pendant très longtemps dans ce pays, on a défini les besoins en matière de santé. Par exemple, on estime que aujourd'hui, il faut 4% de plus d'augmentation des moyens pour faire face aux besoins en termes de population. Donc et puis on cherchait, on disait on augmente un peu la cotisation, on met tel argent, etc. Et puis à partir de l'ONDAM, à la fin des années 90, on a changé la logique. On a dit, on définit un budget et on adapte les besoins à ce budget. Ça a été le premier gros problème. Deuxième problème, c'est la loi Bachelot qui carrément a fait rentrer des critères d'entreprise dans les hôpitaux, là où évidemment chacun comprendra que c'est pas ça qui est de mise. Parce que le quoi qu'il en coûte pour la santé, maintenant je pense que tout le monde l'a admis. La santé est quand même le bien le plus précieux. Donc il faut redétricoter tout ça. Et c'est pas ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement, depuis 2017, c'est moins 4 milliards pour les hôpitaux. Encore cette année, il va y avoir, par rapport au nombre d'augmentation de la population des moyens, il y aura encore une baisse, en réalité, des moyens donnés à l'hôpital. Donc, structurellement... Il y a des investissements qui sont faits sur l'hôpital. Il y a une Ségur de la santé, il y a des augmentations pour les soignants, des salaires. Les augmentations pour les soignants sont insuffisantes par rapport au retard pris. Je vous rappelle que... Insuffisant, mais elles existent. Oui, d'accord, mais même avec le Ségur, on est au 18e rang dans l'OCDE sur les rémunérations des soignants. Et les soignants n'ont pas demandé des primes. Ils demandent le fait d'être revalorisés en termes de salaire. Bon, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, effectivement, il y a eu le numerus clausus qui a été une imbécilité pendant des années. Mais le troisième problème, quand on vous dit qu'il y a des investissements, moi, je vous dis, on continue à fermer des lits d'hôpitaux dans ce pays pendant la crise. Moins 5800 fermeture de lits en 2020. On continue à en envisager. Moi, par exemple, dans ma circonscription, on imagine la construction d'un hôpital à Saint-Ouen qui va remplacer Bichat et Beaujon, moins 360 lits par rapport aux 2 hôpitaux précédents. C'est donc vous demandez un moratoire sur la fermeture de lits ? Bien sûr. Il faut un moratoire tout de suite sur la fermeture de lits. Et il faut arrêter
année après année, à appauvrir l'hôpital et la santé publique française. Pour ouvrir des lits, il faut mettre du personnel en face. Et aujourd'hui, dans les écoles d'infirmières, un tiers démissionne. Un tiers ne vont pas au bout de leurs études. Pourquoi, à votre avis ? Parce que les horaires des cas, pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a ce que vous dites, la tension, les salaires insuffisants. Mais il y a aussi des métiers qui n'attirent plus. Il n'y a pas de télétravail, il y a des horaires décalés, il y a des week-ends. C'est aussi parce que c'est des métiers qui ne sont pas assez valorisés par les salaires déjà. Oui, ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça. On est sur des générations qui n'ont peut-être pas envie d'avoir ces contraintes. Je ne crois pas à ça. Moi, j'ai été voir. On sait très bien que pendant le Covid, si l'hôpital a tenu quand même malgré tout, c'est sur la qualité des soignants et des gens qui étaient dans les hôpitaux. Donc je ne crois pas à cette histoire. Je crois qu'à un moment donné, quand même, vous atteignez le bout du bout. Quand, par exemple, du fait qu'on n'a pas créé assez de lits de personnel, je prends l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, on demande au personnel qui est en pédiatrie, c'est-à-dire qui soigne les petits-enfants, de tout d'un coup faire du soin palliatif pour les personnes atteintes de Covid. Ils l'ont fait. Mais vous imaginez le traumatisme pour des gens qui sont là pour soigner les bébés et qui se retrouvent à accompagner en fin de vie des personnes plutôt âgées. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ça a été le sujet trop. Et que du coup, il y a plein de gens qui sont... Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ça pour les rassurer ? Il fallait effectivement dire qu'on allait mettre le paquet en termes d'embauche, qu'on allait arrêter avec cette gestion stupide des hôpitaux, qui est la gestion managériale, où on met les critères d'entreprise, et qu'on allait revaloriser beaucoup plus les revenus. C'est pas ce qui a été fait, et pas suffisamment. Un dernier mot sur ces questions de santé. Olivier Véran a commandé un rapport sur l'avenir du système de soins, l'articulation entre assurance maladie et complémentaire santé. Parmi les hypothèses, celle d'une grande sécu au détriment des mutuelles. C'est une idée que vous soutiendriez, ça ? Oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que nous, on est pour le remboursement 100% sécu. On l'avait déjà dans d'autres programmes. Je sais bien que peut-être que les mutuelles vont protester, mais je crois que ce serait nécessaire. On a trop, au fil des ans, installé un système où la sécurité sociale devient presque plus le complément des mutuelles, avec l'impossibilité pour certains d'y recourir. Donc nous, on est pour le 100% sécu, en tout cas. Même si les mutuelles, les entreprises apportent leur part, quand même. Mais bien sûr. Mais vous me demandez comment... Oui. Moi, je préférerais que les entreprises et les salariés des mutuelles, quelque part, soient versés sur un grand système, parce qu'il y aurait toujours du travail, sur un grand système de sécurité sociale qui assure le 100% sécurité sociale. On va parler du budget, puisque les députés l'examinent en ce moment même, ce budget. Et hier, l'Assemblée nationale a voté le fameux contrat engagement jeune, qui a été annoncé par Emmanuel Macron il y a quelques jours, jusqu'à 500 € pour les jeunes. C'est une bonne mesure, ce contrat, pour vous ? C'est vraiment de l'esbrouf, quoi. C'est tout Macron, voilà. À un moment donné, il appelle un revenu d'engagement pour les jeunes. Alors, les jeunes qui entendent ça se disent, tiens, on va avoir un revenu, tous les jeunes. C'est ça qu'ils traduisent, puisque nous, par exemple, on est pour le RSA jeune, l'allocation d'études, ils ont dû traduire un peu ça. Et à la fin, on arrive à quoi ? On arrive à recycler des choses qui existent. Parce que le contrat d'engagement, ce n'est rien d'autre que la garantie jeune aujourd'hui qui existe, à peu près pour les mêmes revenus, avec un peu plus de jeunes que ce qui va être prévu. Et puis, par exemple, des solutions à un emploi... j'ai plus le terme exact, mais vous comprendrez. Donc, on recycle. Et d'ailleurs, preuve qu'on recycle, c'est qu'en fait, pour cette histoire de contrat d'engagement dans le budget, il n'y a pas beaucoup d'argent qui ont été mis. C'est-à-dire, on va puiser dans l'argent qui existait. Donc, déjà, on recycle. Deuxièmement, ça va concerner que 400 000 jeunes. Alors qu'on pense qu'il y en a au moins plus du double qui sont théoriquement concernés. Troisièmement, ça laisse de côté les étudiants, les sans-emploi, qui sont évidemment qui ont besoin normalement de l'argent pour vivre. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui va pas résoudre la situation, mais qui par contre en recycle et qui permet juste un effet d'annonce. Vous étiez favorable quoi, un RSA jeune Oui, nous on est favorable au RSA jeune. On s'y est prononcé. Mais là, on n'est pas dans une sorte de RSA jeune déguisé quand même avec cette mesure. Nous, le RSA jeune, pour nous, c'est au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 €. On est pour le remonter, on est pour le RSA jeune et non pas à 500 €. On est pour une allocation d'études et non pas pour 500 € dans lequel on vous demande en échange 20 heures de formation qualifiante, etc. Voilà, on pense qu'il faut aider la jeunesse parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui souffre le plus de l'augmentation
je dis bien l'augmentation, contrairement à ce qu'on dit le gouvernement, de la pauvreté dans ce pays. Alors, c'est pas que le gouvernement, puisque vous en parlez. Il y a une étude de l'INSEE qui révèle que le nombre de pauvres en France est resté stable en 2020 par rapport à 2019 grâce aux aides exceptionnelles de l'État. C'est ce que dit l'INSEE, versées principalement aux plus précaires. Le directeur général de l'INSEE dit sans les mesures de l'État, il y aurait eu 400 000 pauvres de plus en 2020. Est-ce que finalement c'est la preuve que l'État a mené une bonne politique? Oui, alors le rapport de l'INSEE, j'ai pas la phrase exacte, mais le rapport de l'INSEE alerte aussi sur l'intensification de la pauvreté à l'intérieur des pauvres. Je vous le dis aussi. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a pas plus de pauvres, mais qu'effectivement, les pauvres sont peut-être plus pauvres. Il dit aussi qu'il y a des bonnes nouvelles, notamment sur le surendettement. Il y a moins de surendettement. On a 11% d'augmentation de personnes ayant besoin de l'aide alimentaire. C'était un chiffre qu'on avait donné. Qui sont des jeunes d'ailleurs. Hein, voilà, des jeunes. Et on a 7% de plus de RSA. Ça remonte depuis juillet, ce qui est très inquiétant sur la durée. Écoutez, on n'ait pas eu plus de pauvres quantitativement qu'il y a 2 ans, quand déjà il y avait beaucoup de pauvres dans ce pays. C'est déjà un problème, parce que je vous rappelle que depuis 2017, il y a 400 000 personnes en situation de pauvreté en plus dans ce pays. Mais qu'en plus, on est mis de côté pour ne pas les mettre dans le calcul. C'est le calcul de l'INSEE, je ne le conteste pas, mais par contre, c'est des gens qui sont vraiment en situation de pauvreté. Les étudiants, les sans-domicile, etc., soit à peu près 800 000 personnes en plus, ce qui fait que nous affirmons qu'il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays, c'est un problème. C'est-à-dire que se contenter du fait qu'il y en avait beaucoup avant, qu'il en reste beaucoup et que la situation est bien, moi je ne me réjouis pas de ça. Mais l'intensification à l'intérieur de la pauvreté, elle est palpable. Je vous rappelle que pendant la crise du Covid, le préfet de Seine-Saint-Denis avait expliqué qu'on était en risque de famine en Seine-Saint-Denis. Alors heureusement, les associations, les collectifs, c'est beaucoup eux aussi qui aident, ont été là, ont essayé de contribuer. Mais on reste dans une situation absolument catastrophique quand par ailleurs, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leurs revenus, leur patrimoine doubler en 5 ans. Alors là aussi, l'INSEE dit que les aides de l'État pour les plus pauvres ont pesé sur près de 5% de leurs revenus en 2020 et qu'en proportion des revenus, les 10% les plus pauvres ont été les plus aidés par les aides du gouvernement. Est-ce que du coup, ça ne met pas à mal votre argument d'Emmanuel Macron, président des riches? Non, c'est pas vrai. Vous contestez les chiffres de l'INSEE? Non, c'est que je conteste la manière de les utiliser. C'est-à-dire qu'on nous a donné des grands tableaux juste au début du projet de loi de finances où on voyait en pourcentage l'augmentation des revenus. Alors on avait l'impression, on se disait 2%, je crois que c'était 3% d'augmentation pour les plus pauvres, la barre était très haute, et puis du coup on avait l'impression que pour les autres, finalement, c'était pas aussi haut. Mais sauf que quand on regarde à quoi ça correspond aux revenus, on n'a plus du tout le même tableau. Parce que chacun comprendra que si vous augmentez de 5% un revenu quand vous gagnez 100 000 euros par mois, c'est pas la même chose que quand vous gagnez 1000. Et surtout, en réalité, ça ne tenait pas compte du pouvoir d'achat. Parce que quand on tient compte du pouvoir d'achat, la vérité, c'est qu'il y a 22% de ce qui a été produit en termes de cadeaux fiscaux, en termes de politique de l'État par le gouvernement, qui ont été aux 10% les plus riches. C'est ça la réalité. Quand on est riche dans ce pays, on s'est considérablement enrichi avec Emmanuel Macron. Une dernière question sur le budget avant de passer à un autre sujet, Pascal. Oui, donc un budget qui est quand même compliqué. Hein. Quelles dépenses vous n'auriez pas faites dans ce budget, sachant qu'on a beaucoup dépensé pendant le Covid? Les 10 millions de baisse d'impôts de production. Voilà, c'est une dépense. Enfin, quand vous baissez les recettes, vous avez des dépences. Je vous donne un exemple. D'accord. Voilà, c'est une fois de plus, on a continué ça à baisser les impôts. À l'ISF, à la flat tax? Vous en citez une, il y en a d'autres. Hein. Oui, oui. Vous en citez une, je joue l'exercice. Oui, oui. Alors, 10%, pourquoi? Parce que les 10% d'impôts de production qu'on baisse, ça va être à peu près 940 € pour chaque TPE et plus de 9 millions pour les très grosses entreprises. Bon, et tout montre, alors à toutes les études, dont la 3e étude qui a été faite par France Stratégie, montre que cette politique de mettre de l'argent sans condition, sans contrepartie dans les entreprises, ne nourrit ni l'investissement, ni les salaires, ni l'emploi. Même dans les TPE, même dans les PME. Même dans les TPE. Alors, les TPE, moi, qu'on s'entende bien, nous, on est pour aider les entreprises, mais on est pour les aider sur condition, sur le fait, par exemple, de dire qu'une entreprise qui fait des qui licencie et fait des dividendes, on n'a pas à l'aider. Voilà. Ou plutôt, inversons les choses, on doit lui interdire de se verser des dividendes. Ce qu'a fait le CAC 40, 51 milliards de dividendes pour les entreprises du CAC 40 en 2021, et ils ont licencié en France 30 000 personnes. Donc là, nous, on n'est pas pour ça. Par contre, on est pour aider
toutes seules qui produisent de l'emploi, qui produisent des salaires. Voilà, on est pour des conditions dans les aides, ce qui n'a pas été fait par le gouvernement. Un mot sur la COP. Oui, la COP 26, donc Jean-Luc Mélenchon, avant même le début, a annoncé que ça ne servait à rien et qu'il voulait des sanctions et des contraintes. Quelles contraintes, quelles sanctions ? Que ça ne serve à rien, on peut chacun le constater ensemble. C'est-à-dire que depuis la COP Paris, le gaz à effet de serre continue à augmenter. C'est ça la réalité. Il y a quand même eu des accords sur cette COP26. Il y a des accords, mais dans la sur réalité, le méthane, sur les énergies fossiles. Non, les accords, ça a été des objectifs. On se donne des objectifs, mais tant que vous n'avez pas de contraintes, et tant qu'en plus, et la COP26 va le continuer à faire, vous instituez même le droit à polluer. C'est-à-dire qu'un pollueur peut racheter le droit de polluer, ce qui quand on regarde bien les choses, est absolument hallucinant par rapport à la situation. Quelles contraintes, concrètement Par exemple, alors, déjà une première contrainte, ça serait de s'entendre pour qu'au niveau de l'ONU, il y ait effectivement des normes qui obligent les États à respecter justement les objectifs que se donnent les COP. On pourrait imaginer des tribunaux aussi qui condamnent pour écocide. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon, c'était une bonne idée, propose une espèce de casque vert, c'est-à-dire des gens qui pourraient être des forces d'intervention de l'ONU pour aller au secours, pour aller intervenir sur des situations de conséquences de dérégulation du climat. Il y a plein de choses à imaginer. Mais pour commencer, il faudrait que nous, Français, nous le fassions. Parce que c'est bien gentil que Emmanuel Macron donne la leçon à tout le monde, etc. Mais le bilan en France est un très mauvais bilan, un bilan catastrophique. Moi, tout à l'heure, je vais présenter, en tant que commissaire aux finances, mon 5e rapport sur le ministère de l'Environnement et ses opérateurs, Météo France et REMA. Est-ce que vous savez que depuis 5 ans, il y a moins 10 000 postes à peu près au niveau de ce ministère, qui devrait être au centre de toutes nos préoccupations et qui du coup se retrouve avec les opérateurs dans l'incapacité d'accomplir sa mission. Ça, c'est un exemple. Ou alors un deuxième, et j'arrête là. On nous dit il y a 30 milliards pour l'investissement écologique dans le dossier de presse du plan de relance. 30 milliards pour l'investissement écologique. Dans les faits, on ne les trouve pas. C'est des effets d'annonce. Ou plutôt, on se rend compte qu'une partie de ces 30 milliards, c'est à l'aéronautique, l'automobile, etc. Bon, enfin, tout ça est un non-sens. En réalité, nous ne mettons pas le paquet. D'après l'INSEE, il faudrait 60 milliards d'investissements en plus. Éric Coquerel, on a quand même une dernière question sur la France Insoumise, puisque Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, a été mis en examen hier dans l'enquête sur le financement de la campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. On n'aura pas parlé de mon livre, mais enfin bon, c'est pas grave. On va parler il nous reste une dernière question. Mis en examen, je cite, pour prêt illicite de main-d'œuvre, faux, escroquerie et tentative d'escroquerie. Comment vous réagissez à cette question ? Je réagis, je regarde les termes. Alors chacun doit regarder ça et se dire oh là là, on a un responsable de France Insoumise à escroquer, etc. Donc on se dit c'est terrible, ça sert à ça. Et quand on regarde dans les faits, on se rend compte que après que les comptes aient été validés, d'accord, on a des comptes qui ont été validés. On se retrouve à une enquête sur le long terme et qu'à la fin du la seule chose qui est reprochée en réalité, c'est le fait qu'a été facturé, comme dans n'importe quelle société, un salarié de manière 3 fois plus élevée que ce qu'il a coûté en termes de salaire, ce qui s'appelle une marge pour les entreprises, qui s'appelle le fait de mettre, quand vous faites une facture, vous mettez de manière normale ce qui permet justement d'agir, et pas seulement le salarié. Voilà ce qui est reproché à Bastien Lachaud. Les comptes n'ont pas été totalement validés, juste il y a une part de vos comptes qui n'a pas été validée pour la campagne tous les comptes ont été validés. Non, tous les comptes ont été validés. Tous les comptes avaient été validés. Simplement, depuis 4 ans, on a un épisode comme ça qui continue, et comme par hasard, c'est quelques mois avant les élections, où on accuse un salarié de prêt illicite de main-d'œuvre. C'est-à-dire, on l'accuse lui-même d'un prêt illicite de main-d'œuvre. Vous voyez bien que tout ça est absurde. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec c'est une instrumentalisation de la justice. Campagne qui a coûté moins cher que toutes celles de nos concurrents les principaux. Moins cher que toutes celles de nos concurrents principaux. Ou, par exemple, on a respecté ce que nous demandait les comptes de campagne, c'est-à-dire de jamais sous-facturer. C'est ça qui est recherché. Donc on a toujours tenu, en tout cas, ceux qui travaillent sur cette campagne ont toujours tenu à faire des prix qui sont les prix du marché. Voilà, au prix de journée, c'est les prix du marché. Bon, donc, et à partir de là, eh bien... Mais il n'y a pas de fait. Une mise en examen, ça repose sur des faits quand même, Éric Coquerel. Une mise en examen, excusez-moi, mais une mise en examen... Ça ne présume pas de la culpabilité de Bastien Lachaud, on est d'accord. Oui, mais ça repose une mise en examen des faits où on vous explique qu'on estime que le salarié n'a pas été assez payé par rapport à la journée facturée, ce qui est encore une fois, c'est-à-dire en gros c'était à x2, x3 par rapport à ça, ce qui est le principe à peu près de toutes les sociétés, et qu'on appelle ça escroquerie, excusez-moi, c'est pas des faits, c'est une manipulation de la vérité, et qui du coup, évidemment, a pour objectif, c'est d'affaiblir la campagne, etc. On connaît bien les choses. Allez, un mot sur votre livre. Rapidement, Pascal, parce qu'on n'a pas de temps. Très vite, c'est un programme. C'est un livre. Non, oui, enfin, c'est un livre qui dit une chose, c'est que on a augmenté considérablement les déficits du fait de la crise Covid.
Voilà. Avant cette crise, on nous disait ah là là, les déficits sur la dette, c'est le plus gros problème du pays. Vous vous rendez compte qu'on est à plus 6% de déficit et qu'on c'est pas ça le sujet principal. C'est vrai qu'il faut l'effacer, c'est la santé. Oui, moi je suis pour annuler la dette Covid. C'est-à-dire la dette qui est détenue aujourd'hui par la Banque de France, pas par les marchés. Donc c'est une écriture, on peut dire rapidement que c'est une écriture monétaire qui est faite et qui nous permettrait de ne pas payer, comme nous le propose Emmanuel Macron, pendant 5 ans, cette dette avec des politiques d'austérité qui seront inédites. Merci beaucoup. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce matin.